Bonjour, c'est Scott. Moi, je vais chanter Caroline. En français. Donc, ce qui dispose de 20 minutes après de présenter son cas au juge. J'ai ajouté les cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. On aurait une requête, si c'est possible. Est-ce que vous pouvez attendre d'avoir le contact visuel avec chacun de nous avant de descendre la pancarte du temps? Oui, en général, c'est juste que des fois, si vous êtes la personne qui parle, en général, votre côté, c'est pas vraiment les choses. OK, parfait, merci. Bonjour, au nom du groupe USCAG, on aimerait tout d'abord vous remercier de la confiance que vous avez apportée pour la réalisation de ce mandat. Permettez-moi d'abord de vous présenter mon équipe de travail, Jacob Saint-Saëns, Caroline Galipeau, ainsi que moi-même, Francine Boucher. Donc, comme vous nous l'aviez mandaté, nous avons analysé votre situation et travaillé ensemble en synergie pour arriver à répondre à vos questions concernant premièrement la question de la franchise, quels étaient les impacts, aussi sur les ventes d'actions de votre sœur, quels en étaient aussi les impacts, et l'immeuble locatif, était-il possible de le transférer dans une autre entreprise, ainsi que d'autres considérations. Donc, Jacob va commencer avec, concernant la question de la franchise. Caroline enchaînera avec la vente des actions et aussi de l'immeuble locatif, et j'enchaînerai pour terminer avec les autres considérations. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jacob. Merci, Francine. Vous avez fait part de votre désir d'acquérir une franchise en pharmaceutique. Tout d'abord, pour acquérir une franchise, il faut se demander comment on peut financer l'acquisition de cette franchise. Donc, il y a deux possibilités. Soit que vous faites affaire avec votre investissement personnel. Donc, dans le fond, tout ce que vous avez comme avoir, l'encaisse, la liquidité. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de faire un prêt bancaire au niveau d'investissement bancaire. Donc, je vais vous expliquer la recommandation que je vous suggère pour financer l'acquisition de la franchise. Premièrement, en ce qui concerne l'investissement personnel, nous avons considéré tous vos avoirs de liquidité, soit personnels et dans l'entreprise, pour dire est-ce que vous êtes capable, juste avec votre encaisse, votre liquidité, d'acquérir une franchise de 250 000 $. La réponse, c'est que vous arrivez à un chiffre de 103 000 $ de liquidité. Donc, ça n'arrive pas tout à fait, vous n'avez pas assez de liquidité pour acheter personnellement votre entreprise. Donc, qu'est-ce que nous vous recommandons, c'est de faire appel à une institution bancaire, donc faire un prêt. L'avantage de ça, de faire un prêt, c'est que les intérêts sont déductibles. Pour que les intérêts soient déductibles, il faut que l'emprunt soit contracté dans le but de gagner un revenu. Donc, que les intérêts soient utilisés pour gagner un revenu. Pour s'assurer, parce que je sais que vous avez eu quelques démêlés avec l'Agence du revenu du Canada par le passé concernant la vente d'un immeuble que vous avez fait. Nous, on va s'assurer que votre emprunt bancaire, que tous les intérêts vont être déductibles. Donc, qu'est-ce que nous vous suggérons de faire? C'est de créer une société de GESCO et de faire appel à un emprunt bancaire. GESCO va souscrire un emprunt bancaire pour acheter des actions de votre société de gestion. Comme ça, des actions privilégiées avec des dividendes. Comme ça, le revenu, l'objectif de gagner un revenu va être là, va être présent, va être de béton. Donc, l'agence ne pourra pas dire que vous n'avez pas contracté ce prêt-là dans le but de gagner un revenu. Ensuite de ça, la gestion dans le fond, on va acheter la franchise. Donc, la franchise va se retrouver dans les états financiers de votre société de gestion.
Fait que cette méthode-là, cette recommandation-là va faire en sorte que les intérêts vont être déductibles. De plus, j'ai analysé la proposition de l'offre de la franchise. Il disait qu'il y a certains aspects dans l'offre que je vais vous expliquer, des avantages qui sont imposants. Et vu que vous allez localiser la franchise dans une zone de Montréal, que les personnes d'autres de franchises qui sont installées, ils veulent vous payer pour les 18 prochains mois 50% de votre loyer. Sur ça, vous devez vous imposer car c'est un avantage que le franchisage vous donne à vous. En ce qui concerne, il y a plusieurs hauts points, donc les frais de formation, les frais de publicité, que eux autres, ce sont toutes des dépenses déductibles aux yeux de l'impôt. Il ne faut pas oublier aussi que puisque vous achetez une franchise, vous allez avoir un brevet. Donc, vous pouvez prendre de l'amortissement fiscal sur le bien admissible. Pour prendre ça, en résumé, vous prenez 7% par année de 75% du coût du brevet. Dans le fond, ça va vous alléger au niveau de votre charge d'impôt par le futur. Donc, ça conclut, dans le fond, en résumé, l'achat de la franchise. Donc, nous vous recommandons de faire un emprunt bancaire pour que les intérêts soient déductibles. Je vais maintenant céder la parole à Caroline qui va poursuivre avec la vente des actions. Donc, merci Jacob. Tout d'abord, sachez que pour la vente de vos actions privilégiées, vous avez en fait plusieurs options. Donc, la première option, c'est en fait la vente directe de vos actions à votre sœur Mélanie. Donc, ça va vous créer évidemment un gain en capital. Donc, si on prend le produit de disposition qui serait de 10 000 moins le PBR de 500 ça vous créerait un gain en capital de 9 500 donc, les gains capitaux sont imposables à 50%. Donc, ce qui créerait en fait des impôts de 2 375 et pour vous, un encaissement net de 7 625. Donc, comme Mélanie, c'est votre sœur, c'est une personne qui vous est liée par le sang, vous devez absolument transiger à la juste valeur marchande, donc à 10 000 Ça, on peut pas contourner ça, c'est absolument, il faut que vous le fassiez. Donc, c'est pour ça ici qu'on a pris un montant reçu de 10 000 Donc, ensuite, la deuxième option, un peu plus compliquée en fait, c'est d'utiliser un roulement avec votre société de gestion. Donc, la première étape, en fait, c'est de justement rouler les options que vous détenez, donc les options privilégiées que vous détenez, vous allez les rouler à votre société de gestion, gestion Fontenelle. Et ensuite, donc, dans un roulement, dans le fond, c'est une disposition avec report des impacts fiscaux. Donc, en choisissant une somme convenue égale au PBR de vos actions, c'est-à-dire 500 et en fixant le capital versé d'avant et d'après au même capital versé, c'est-à-dire 500 vous n'aurez aucun impact fiscal sur cette transaction-là. Donc, dans le fond, ce qui va arriver, oui, également, il faut inclure une clause de rajustement de prix dans cette transaction-là pour s'assurer que vous n'ayez pas de problème avec la variation de la juste valeur marchande. Donc, si on peut continuer, la situation va être la suivante. Donc, votre société de gestion Fontenelle va détenir les actions privilégiées que vous détenez dans Gestion Mélanie. Et Mélanie va toujours détenir ces actions-là. Et comme vous le pouvez voir, les bases fiscales de vos actions ne seront pas changées. Donc, c'est pour ça que ça ne créera pas aucun impact fiscal. Donc, si on peut continuer. Après ça, donc, votre société de gestion, F, va faire racheter ses actions. Donc, Gestion Mélanie va racheter les actions. Donc, ça, un rachat d'actions, c'est en fait l'application du paragraphe 84.3 dans la loi de l'impôt, ce qui va créer, en fait, comme vous pouvez voir ici, un dividende réputé de 9 500 $. Donc, comme on peut voir ici, c'est deux sociétés. Donc, c'est un dividende intersociété et les dividendes intersociétés ne sont pas imposables. Toutefois, il faut faire attention ici.
Parce qu'on a le paragraphe 55.2 qui dit qu'en personne non liée, vous ne pouvez pas faire ces transactions-là. Le dividende imputé est en fait reconnu comme un gain à capital. Ici, c'est votre sœur. Mais dans l'application du paragraphe 55.2, en fait, votre sœur est réputée comme étant une personne non liée. Donc ici, dans ce dividende intersociété-là, ça ne pourrait pas être considéré comme un dividende, ça va être considéré comme un gain capital. Donc ça, on peut continuer. Évidemment, ça répute un gain capital de 4 500, car on a un montant reçu de 9 500, moins un PBR de 500, ça fait un gain capital de 4 500. Ça crée également un CDC, un compte de dividende en capital, de 4 500. Ça, c'est en fait un compte qui a de l'argent dedans dans la compagnie que vous pouvez sortir dans la compagnie sans impôt. Donc ça, vous créez ça également. Et pour finir, les impôts payés dans Gestion F seront de 47 fois le gain en capital imposable de 2115 $. Donc ensuite, ce que vous allez faire avec ce montant disponible-là, donc vous avez reçu 10 000 $. Ensuite, vous avez payé des impôts de 2115, ce qui vous fait un montant net dans Gestion F de 7 800. Ça, on peut continuer. Un montant disponible de 7 800 qui vous sera versé en dividende. Ensuite, comme le CDC n'est pas imposable, on l'a enlevé ici. Donc, un CDC, on l'enlève de 4 500, ce qui vous donne en réalité un dividende qui vous sera imposable de 3 385. Donc, évidemment, les impôts de 36 % sur un dividende non déterminé, ce qui vous fait un gain net de 6 900 environ avec cette option-là. Donc, comme vous le pouvez voir, l'option 1 et l'option 2. Donc, l'option 1 vous fait gagner un peu plus, donc environ une différence de 800 $. Désolé. Donc, c'est pourquoi nous vous recommandons l'option 1, qui est également beaucoup plus simple. Et ce qu'on pourrait mentionner aussi, c'est que vous pourriez peut-être utiliser votre déduction pour gain en capital de 7 500, de 750 000, désolé, pour cette disposition-là. Toutefois, pour ça, il faut que ça soit des actions admissibles de petites entreprises et il faut que ça remplisse à 3 conditions. Donc, un 2 ans de détention, un 50% de la juste valeur marchande des actions de la compagnie doivent être utilisées activement dans l'entreprise et au moment de la vente de vos actions, ce montant-là augmente à 90%. Toutefois, pour Gestion Mélanie, on n'avait pas le détail le détail des chiffres pour ça. Donc, on n'avait aucun état financier pour se fier. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas inclus ici. Mais sachez que ça pourrait être possible. Dans ce cas-là, on pourrait vous faire bénéficier de votre déduction et ce qui vous créerait en fait aucun impôt à payer. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande ici l'option numéro 1. Donc, ensuite, pour ce qui est de l'immeuble locatif, donc votre ami avocat vous avait conseillé de transférer cet immeuble locatif-là dans une autre compagnie afin de vous protéger contre certains risques qu'elle pensait. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on vous conseille de faire avec ça, pour vous créer le moins d'impacts fiscaux possible, c'est utiliser un roulement à l'aide de 85. Donc, évidemment, c'est encore là une disposition sans impact fiscal. Et puis, et oui, votre immeuble locatif est admissible au 85 parce que ce n'est pas un immeuble locatif en inventaire. Si ça avait été un immeuble locatif en inventaire, eh bien là, on n'aurait pas pu utiliser le 85.1. Toutefois, ici, dans notre cas, ce n'est pas le cas, donc on peut l'utiliser. Donc, si on continue. Donc, évidemment, le choix de la somme convenue. Donc, la somme convenue, dans le fond, c'est votre disposition fiscale, donc votre produit de disposition fiscale, elle va être égale à la FNAC, qui sera de 564 000.
Tout ceci également pour ne pas créer aucun impact fiscal. La contrepartie reçue sera des actions privilégiées de roulement, dont la juste valeur sera de 650 000, c'est-à-dire la juste valeur de votre immeuble locatif. Parce que vous devez transiger, comme vous transigez avec vous-même, dans le fond, ou avec une compagnie dont vous contrôlez à 100%, vous devez absolument échanger à la juste valeur marchande, comme tout à l'heure. Donc, c'est pour ça ici qu'on a une juste valeur marchande de 750 000. Ensuite, tout ceci se fera sans impact fiscaux. Donc, vous pouvez transférer votre immeuble locatif sans aucun impact fiscal. Évidemment aussi, dans ce roulement-là, vous devrez inclure une clause de rajustement de prix pour encore là vous assurer s'il y a une variation de la juste valeur marchande, mais l'Agence du revenu du Canada ne pourra pas revenir sur votre évaluation de la juste valeur marchande. Donc, vous allez être correct dans toutes ces situations-là. Donc, voilà ce qu'on vous proposait pour en fait transférer votre immeuble locatif. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Francine. Donc, l'ARC est venue vous rendre visite dernièrement suite à une petite erreur. Vous aviez dit que vous avez fait un gain, mais en fait, c'est un revenu d'entreprise. Les intérêts et pénalités que vous avez dû payer ne sont malheureusement pas déductibles pour vous. Par contre, les frais d'honoraires professionnels, vous pourrez les déduire. Donc, c'est quand même un 12 000 $ que vous allez pouvoir utiliser dans votre déclaration d'impôt. Par la suite, les frais de scolarité. Vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants pour 200 000. Je peux vous dire aussi que vos enfants auront droit à des crédits d'impôt pour les frais de scolarité et ils peuvent les transférer à leurs parents. Donc, ce serait bien que ça soit fait puisque c'est vous qui faisiez un plus gros revenu. Quand les enfants sont aux études, habituellement, ils n'en ont pas particulièrement besoin. Pour la résidence principale, vous désirez probablement déménager suite à l'achat de votre franchise. Donc, vous allez vendre votre résidence que vous habitez depuis 10 ans, je crois, dedans. Il n'y aura aucun gain en capital puisque les résidences principales n'ont aucun gain en capital quand elles sont désignées comme telles. Ce que nous vous recommandons, par contre, c'est par la suite de ne pas désigner comme résidence principale la maison dans laquelle vous allez déménager, mais votre chalet au Mont-Tremblant, puisque nous croyons que votre gain en capital sera plus élevé que la vente de votre maison que vous allez avoir ultérieurement. Donc, nous croyons que cela va vous permettre d'économiser beaucoup d'impôts dans le futur. Pour ce qui est du prêt sans intérêt, il y a un prêt à un actionnaire sans intérêt. Donc, il y a deux choix possibles, soit que le prêt soit inclus totalement comme avantage imposable au revenu qui est le vôtre, puisque c'est votre entreprise qui vous a fait un prêt, ou il y a aussi l'option à 80.4 d'inclure des intérêts à un taux prescrit par la loi de l'impôt. Donc, vous allez avoir juste un avantage sur des intérêts à chaque année pendant tout le long que le prêt va être constaté. Par contre, si vous remboursez le prêt dans le 1 an, il n'y a aucun impact fiscal. Donc, c'est ce que nous vous recommandons de faire, bien sûr. Pour le prêt à un particulier lié à un taux de 6 %, nous croyons qu'il n'y a aucun impact puisque, justement, le taux de 6 % il ressemble beaucoup au marché. Donc, c'est comme transiger à la juste valeur marchande avec une personne liée, donc aucun impact. S'il y aurait eu un taux plus bas, c'est sûr qu'il aurait fallu y aller avec le taux prescrit, puis il y aurait eu un avantage qui aurait eu lieu. Pour le régime, nous vous conseillons aussi de cotiser dans votre REER, bien entendu, mais aussi de cotiser dans le REER de votre femme. Puisque vous êtes ensemble, vous avez droit aussi de cotiser dans son REER et ainsi être à l'abri de l'impôt pour 64 000 $ et ainsi fractionner aussi le revenu, ce qui est quand même très bénéfique pour vous. Pour la location d'automobile, vous avez droit à une allocation de 55 sous, tandis que l'agence autorise 53 sous pour les 5 000 premiers kilomètres et par la suite 47 sous. Donc, le surplus que vous avez devra être un avantage inclus à votre déclaration.
Pour ce qui est, vous avez aussi des actions américaines. Donc, il est important de constater que vous allez être imposé au Canada, mais qu'il y aura aussi un crédit d'impôt qui vous permettra de ne pas avoir une double imposition. Donc, au Canada, vous aurez 0$ à payer, mais quand même un impôt à payer à l'étranger. Donc, les points à retenir, l'acquisition de la franchise vous permettra d'abord d'avoir des intérêts déductibles en agissant avec la GESCO. Et aussi, il y aura des déductions et des avantages fiscaux à constater. Et puis, pour la vente des actions, il y aura la vente directe que nous vous conseillons avec un gain net de 7 625. Donc, nous remercions et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. J'aurais tout d'abord une question concernant le prêt que j'ai fait à une amie, puis qu'elle a fait faillite. Qu'est-ce qui va arriver avec ce prêt-là au niveau fiscal? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si je peux faire quelque chose. Oui, bien, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez l'inclure pour le déduire dans votre déclaration d'impôt. Vous pouvez l'inclure comme quoi que vous avez fait un prêt à une entreprise, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, cette partie-là du prêt est déductible. C'est quel type de déduction? Vous l'inclusez à la section 3C dans votre déclaration. À quel pourcentage? Vous savez? Non. J'ai une question par rapport au transfert de l'immeuble. Pourquoi vous n'avez pas transféré le terrain? En fait, on pensait que l'immeuble locatif venait avec le terrain tout inclus. On s'est dit que l'immeuble locatif et le terrain venaient ensemble. Mais le terrain, évidemment, c'est pas un problème. On peut le rouler aussi, c'est pas un terrain en inventaire. Donc, si on avait eu à le rouler, tout simplement, ça aurait été la même chose, sauf que dans la somme convenue, on aurait augmenté pour inclure le PBR du terrain, mais ça aurait été la même chose. Il y aurait eu un roulement automatique, un roulement parfait, sans impact fiscal. Okay. Puis le fait qu'il y avait une dette sur cet immeuble-là, est-ce que ça a un impact sur le revenu? En fait, les dettes sont transférées également. Donc, vous pouvez transférer les dettes aussi. OK, donc vous transférez le terrain, l'immeuble, la dette? Bien, les dettes, vous allez faire, vous pouvez faire un article 22, c'est-à-dire de transférer. En fait, la dette va suivre l'immeuble locatif. Est-ce qu'il faut que je le roule ou c'est automatique? C'est automatique, ça va suivre l'immeuble, c'est attaché à l'immeuble. Exactement. J'ai une question sur l'actionnariat de vos entreprises. Ma femme, mes enfants, est-ce que vous avez considéré que je pourrais être peut-être co-actionnaire ou d'autres structures avantageuses pour moi? Vous avez parlé de fractionnement de revenus pour les REER, il y a d'autres choses que je peux faire? C'est sûr qu'il y aurait, par exemple, un geste excellent qu'on pourrait faire. Et ainsi, faire un remaniement de capital. Donc, vous pourriez tout transférer vos actions ordinaires en actions privilégiées. Et par la suite, les enfants pourraient souscrire à des actions ordinaires à un prix vraiment minime et ainsi participer à la plus-value future de votre entreprise. C'est quelque chose qui pourrait très bien se faire. Et aussi, vous pourriez utiliser votre déduction pour gain en capital et la femme, les enfants. C'est quand même une transaction qui se fait très bien et sans impact fiscal pour l'instant aussi. En fait, nous avons pensé à cette option-là, sauf que nous ne l'avons pas inclus parce que ce n'était pas dans vos priorités actuelles. Toutefois, comme Francine l'a dit, nous pouvons le faire sans impact fiscal. C'est une transaction assez simple qui s'appelle un gel classique. Gel successoral classique. Donc voilà. Pour mes enfants, j'ai un ami qui m'a parlé d'un régime REEE. Comment ça fonctionne, juste? En fait, vous pouvez cotiser un certain montant à chaque année. Puis, à la fin, vous pouvez le transférer à votre enfant quand il sera aux études, qui sera non imposable pour l'enfant. Donc, c'est assez avantageux pour l'enfant quand il va recevoir l'argent à la fin pour ses études. Je vous remercie beaucoup. Merci.